Cette semaine, incendie au garage de pièces d'auto Lambert à Berthierville. Le Centre des services scolaires des Samars au deuxième rang du décrochage et une importante hausse de taxes à Saint-Émilie-de-l'Énergie met la grogne chez les citoyens. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 11 mars 2024. Les pompiers ont été appelés mercredi de la semaine dernière au garage pièces d'auto Lambert situé au 1380 rue Notre-Dame à Berthierville. Avant l'arrivée de la première équipe de pompiers, les flammes avaient déjà pris le contrôle de la bâtisse et on pouvait voir une énorme colonne de fumée noire à des kilomètres. On a dû demander à une équipe d'Hydro-Québec pour couper l'électricité dans le secteur. Environ 25 personnes ont combattu les flammes pendant plus de 3 heures. Il n'y a eu aucun blessé car l'évacuation des employés avait été complétée avant l'arrivée des pompiers. La cause est présentement sous enquête par le service de sécurité incendie de la MRC. On se souviendra de ce qui s'est passé dernièrement à l'école secondaire Pierre de Lestage de Berthierville, où le père d'un garçon de 13 ans s'est fait justice lui-même parce que son garçon était victime d'intimidation. Eh bien, le Centre des services scolaires des Samars, auquel appartient cette école, ne fait pas bonne figure dans un document du ministère de l'Éducation qui a été rendu public dernièrement. Selon ce document, appelé « Taux de sortie sans diplôme ni qualification », et qui dresse un portrait global du décrochage scolaire dans les écoles publiques au Québec pour 2020 et 2021, eh bien, le Centre des services scolaires des Samars vient au deuxième rang chez les garçons. Près de 1 sur 3, soit 32,4 % décrochent. Chez les filles, le taux est de 19,4 %. Ainsi, un élève sur 4 ne terminera pas son secondaire au Centre des services scolaires des Samars. C'est le Centre de services Western Québec, en Outaouais, qui détient la première place du décrochage. C'est la grogne du côté de Saint-Émilie-de-l'Énergie à cause d'une importante hausse de taxes. Une centaine de personnes étaient présentes à la salle Jean-Antoine Leprohon le 19 février dernier pour assister à la présentation du budget 2024. Le directeur général, M. Mathieu Robillard, a résumé que le taux de la taxe foncière est passé de 90 sous à 95 sous du 100 $ d'évaluation. La municipalité pourra compter sur une augmentation de près de 700 000 $ des revenus de taxation. M. Robillard indique que plusieurs raisons expliquent ce montant. La première étant les investissements que la municipalité compte implanter pour son réseau d'aqueducs. De nouveaux contrats avec l'Écocentre et EBI pour la collecte des déchets exigent également une hausse de 42 000 $. Mais la principale cause des interrogations lors de la séance d'information a sans nul doute été la nouvelle taxe pour la sécurité publique. M. Héroux et M. Robillard précisent que Saint-Émilie a voulu suivre le modèle de d'autres municipalités en retirant de la taxe foncière les frais pour les services de prévention des incendies et pour la Sûreté du Québec. Le premier service coûtera donc près de 700 000 $ et le deuxième un peu plus de 194 000 $ cette année. Ainsi, au cours de l'année 2024, la taxe pour les terrains non construits sera de 190 $ et celle pour les terrains construits de 380 $. Cela permettrait à Saint-Émilie-de-l'Énergie d'aller chercher 89 314 $ pour la taxe de la sécurité publique payée par les propriétaires de terrains vacants et un montant de 531 512 $ pour l'ensemble du territoire. La plupart des personnes qui sont venues au micro ont fortement critiqué ce changement. Les travailleuses et travailleurs syndiqués de l'usine Bridgestone de Joliette se sont réunis mercredi de la semaine dernière en assemblée générale
afin de se prononcer sur l'entente de principe convenue avec leur employeur le 20 février dernier. Les membres de l'unité syndicale se sont prononcés dans une proportion de 78 % en faveur du nouveau contrat de travail. La partie syndicale a fait de nombreux gains lors de cette négociation, notamment au chapitre des vacances, des mouvements de main-d'œuvre, des assurances collectives, du fonds de pension, ainsi que des gains salariaux significatifs, ce qui permet ainsi à l'entreprise de redevenir plus attractive sur le marché du travail. Les salariés bénéficieront d'augmentations salariales de 25 % sur 4 ans. De plus, l'échelle salariale passera de 6 à 3 échelons. Rappelons que la convention collective actuelle est échue depuis le 1er septembre 2023. Le mouvement Desjardins ne compte plus poursuivre l'ex-employé derrière la fuite de données massives ayant touché 9,7 millions de membres en 2019. C'est ce qu'a déclaré le président du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, dans une entrevue avec les Coops de l'information. M. Cormier a soutenu qu'il préférait désormais travailler là où il y a du contrôle, soit en investissant dans la prévention. Desjardins a d'ailleurs mis sur pied un bureau de sécurité de 1500 employés qui représente un investissement annuel de 300 à 350 millions. Guy Cormier a aussi indiqué ne plus avoir de contact avec les services policiers concernant l'enquête au sujet du vol massif de données. Il dit faire confiance au travail des enquêteurs. À ce jour, aucune arrestation n'a eu lieu dans ce dossier. Et en décembre dernier, la presse reportait que l'enquête se poursuivrait au minimum jusqu'en juin 2024. Madame Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire, était de passage dans l'Anaudière pour la tournée des régions. Une tournée pour parler de l'indépendance du Québec et aussi pour recruter des nouveaux membres, surtout parmi les jeunes. On écoute un extrait de cette entrevue virtuelle que j'ai eu le plaisir d'avoir avec elle. L'objectif de cette assemblée, c'était de parler de la campagne politique Québec solidaire on a lancée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Nouveau Québec. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir sur notre site après l'entrevue, nouveauquebec.info. C'est vraiment une campagne que les membres de Québec solidaire nous ont demandé de lancer pour parler du projet d'indépendance de Québec solidaire. Pourquoi est-ce qu'on veut faire l'indépendance? C'est quoi notre démarche d'accession à l'indépendance du Québec? Et c'était vraiment, j'avais le grand plaisir d'être à la première assemblée publique en lien avec cette campagne-là. J'avais fait des entrevues dans les médias, tout ça, mais une assemblée où il y avait des gens, c'était la première fois. Puis l'objectif aussi de cette campagne-là, c'est de s'adresser aussi, pour nous, à Québec solidaire, aux jeunes. On le sait, les jeunes votent beaucoup pour Québec solidaire, mais quand on regarde, par exemple, l'appui à l'indépendance, il n'est pas aussi fort que, par exemple, dans la population de façon générale, où c'est à peu près à 34 %. Les jeunes, c'est moins. Souvent, c'est des jeunes qui étaient même pas en vie en 1995, quand il y a eu, où ils étaient très jeunes, quand il y a eu le dernier référendum sur l'indépendance. Donc, c'est une occasion aussi de parler de ce projet-là dans des termes peut-être qu'ils ont jamais entendu parler, puis d'augmenter l'appui à l'indépendance, c'est ça l'objectif. Et on était à la Valtrie, puis moi, ça m'a fait vraiment grand plaisir de faire ma première assemblée pour Nouveau-Québec à la Valtrie, dans votre belle région. Je lui ai également demandé lors de l'entrevue pourquoi les jeunes et les moins jeunes devraient voter pour Québec solidaire à la place du Parti québécois, qui eux aussi prônent l'indépendance. J'ai même poussé à l'extrême en lui posant une question assez délicate lors de l'entrevue. Alors, pour connaître toutes ces réponses et voir l'entrevue intégrale, ne manquez pas l'émission Point-Virgule de cette semaine où je reçois la députée de Mercier, Mme Ruba Gazal. Selon un nouveau sondage, près du quart des Canadiens coupent dans leurs médicaments. Faute d'une assurance, 22 % des Canadiens ont coupé leurs comprimés, sauté des doses ou n'ont pas renouvelé une ordonnance en raison du coût des médicaments. À la lumière de ces résultats, Cœur AVC
et la Société canadienne du cancer exhortent le gouvernement fédéral à adopter dès maintenant un régime national d'assurance médicaments. Le sondage réalisé par Léger révèle aussi qu'un Canadien sur 10 atteint d'une maladie chronique s'est retrouvé à l'urgence puisque son état s'était détérioré en raison d'une incapacité à payer ses médicaments sur ordonnance. Toujours selon ce sondage, la majorité des Canadiens, soit 82 croient d'ailleurs qu'il revient au gouvernement fédéral de veiller à ce que tous les citoyens bénéficient d'un régime d'assurance médicaments. Les deux organismes recommandent une approche progressive qui couvrirait d'abord les médicaments sur ordonnance vitaux, comme le précise le rapport Hoskins sur l'assurance médicaments publié par le gouvernement fédéral en 2019. Ce document révélait que 7,5 millions de Canadiens n'ont pas d'assurance pour leurs médicaments sur ordonnance ou une protection suffisante pour payer leurs médicaments. Une citoyenne qui est de plus en plus connue dans la municipalité de Saint-Gabriel pour ses formations de théâtre avec les jeunes et les moins jeunes vient de publier un livre. Une idée que je trouve très intéressante et que j'avais le goût de partager avec vous. Dramaturge depuis plus de 30 ans dans les établissements scolaires pour les jeunes et les ados, maintenant qu'elle est nouvellement retraitée, elle a décidé de publier ses connaissances acquises au fil des ans. Un nouveau livre qu'on retrouve sur Amazon intitulé « Philémon et Baucis, un slam antique ». C'est une pièce de théâtre en un acte. Eh bien, une semaine ou quelques semaines seulement, devrais-je dire, après que son livre soit sur Amazon, elle est déjà numéro 1 des ventes dans sa catégorie. L'idée vous semble farfelue? Eh bien, bien au contraire, parce que c'est un livre qui peut autant servir aux ados qu'aux enseignants d'art dramatique dans les écoles. Alors, s'il y a des enseignants qui nous écoutent présentement, bien, je vous propose d'écouter ce reportage avec Mme Ginette Racine, qui nous parle de son livre et de son utilité potentielle pour vous. Ginette Racine, merci de nous recevoir chez toi. Merci de l'invitation, Dani. Ginette, tu es dramaturge de métier. Oui. Conte-nous ton expérience dans le domaine. En fait, moi, depuis plus d'une trentaine d'années, j'écris du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Et je l'écris et je l'anime et je le mets en spectacle. Et depuis 30 ans, donc, et dans les 20 dernières années aussi, on ne sait plus, là, ça passe tellement vite, j'ai aussi travaillé dans les commissions scolaires comme spécialiste en art dramatique, ce qui fait que j'ai beaucoup de matériel. Moi, depuis 30 ans, je pratique le théâtre avec les enfants et avec les adolescents. Ce qui fait que toutes ces années-là, je m'y suis consacrée et j'ai pas eu le temps de m'occuper de la publication de ce matériel-là. Ce qui fait que j'ai décidé, pour ma retraite, j'ai donc un vaste projet d'éditer une partie du matériel que j'ai ramassé pendant les 30 années où j'ai travaillé avec les enfants, où j'ai fait du théâtre avec les enfants. Et c'est ce qui fait que j'ai publié récemment une pièce en un acte pour adolescents qui s'intitule « Philémon et Baucis, un slam antique ». C'est la traduction d'une pièce anglophone de Audrey Haggard et qui respecte le format de la pièce antique classique. C'est-à-dire, je dis antique et classique parce que finalement, c'est comme ça que c'est enseigné depuis toujours, mais c'est le format tel qu'il était pratiqué dans l'Antiquité, il y a 2500 ans, quand le théâtre est né. Alors, pour des jeunes d'aujourd'hui, c'est un formidable exercice d'apprentissage de ce qu'a été le théâtre il y a 2500 ans à ses débuts. Donc, le fameux livre que tu as publié, oui, c'est un roman qu'on peut adapter pour le théâtre, pour les jeunes, c'est ça? C'est une pièce de théâtre. C'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre comme ça a été fait dans l'Antiquité, c'est-à-dire avec 5 actions dramatiques principales, une ouverture, un prologue. Donc, ça respecte... Il y a les personnages aussi qui à l'époque, comme on se disait tout à l'heure, c'était quand même un défi vocalement de rejoindre 10 000 personnes alors qu'il n'existait pas d'électricité, ni micro, ni enceinte acoustique. Donc, il fallait trouver une façon d'amplifier le bruit. Alors, il y avait tout le jeu était imprégné de cet effort de projection
pour ce grand espace-là. Alors, c'était un jeu qui était codé. C'était vraiment formidable. Et la langue était magnifique. C'est un slam antique parce que le slam était exactement... À cette époque-là, c'était déjà ça. C'est-à-dire tout un récit, toute une histoire qui se raconte dans l'espace d'une chanson, dans l'espace d'une quarantaine de vers. Et c'est toute une vie qui défilait, toute une histoire qui était racontée. Et là, il faisait un chœur pour être capable, à 30, de raconter une histoire. Alors, le slam est pas né d'hier. Le slam existe depuis l'Antiquité. Alors oui, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes et à leurs enseignants aussi, aux adultes qui voudront bien leur passer une partie de ce savoir-là, parce que moi, ce que je publie, ce sont des textes à jouer. C'est-à-dire qu'un jeune peut très bien se passer d'un adulte. D'ailleurs, je pense qu'il y a assez de pistes de travail, de jeux dramatiques pour qu'une troupe d'adolescents pourrait vouloir dire, OK, on se sent capable de le faire. Il y a suffisamment d'indications dans le texte. Il y a même des photos aussi dans ton livre. Il y a des photos, il y a du matériel, il y a plein d'hyperliens. C'est un format numérique. Ça veut dire qu'il n'existe pas en format papier. Pour le moment. Pour le moment, ouais, mais c'est parce que de nos jours, les jeunes sont sur les tablettes, tout ça. Alors, il existe, c'est publié sur Amazon.ca, mais il existe en format pour l'ordinateur, pour le tableau interactif, pour la tablette, pour le cellulaire. Fait que donc, ça, c'est une première, mais ça s'arrêtera pas là, j'imagine, hein? Ben, j'espère, évidemment. J'ai beaucoup de matériel, mais moi, ma volonté est toujours de faire le théâtre avec les jeunes. Alors, moi, je lance cette idée-là. Si vous voulez, ça fait déjà 5 ans que je suis à Saint-Gabriel, puis pour ceux qui me connaissent, savent que on est en train de préparer des projets pour mettre l'art dans la vie des jeunes. Alors, cette pièce-là, si vous voulez encourager toutes ces activités-là, mais ça peut être une belle façon de m'aider, de nous aider tout le monde en l'achetant. La totalité des recettes de cette pièce-là vont servir à des projets en art au sein de la grande communauté de Brandon. Wow! Tu m'as parlé aussi, Ginette, que tu allais probablement travailler sur 2 cahiers pédagogiques pour ce bouquin-là. Pour ce bouquin-là, oui. En complément de la pièce de théâtre, ce que je publie maintenant, c'est la pièce de théâtre tout simplement, qui intègre des jeux pédagogiques. Mais si jamais la pièce devait servir dans un cadre plus scolaire, intégré par exemple à un programme en art dramatique au 2e cycle, dans des classes en concentration, parce que c'est costaud. C'est une pièce qui est un beau défi de jeu, une belle leçon de français. Alors, donc, il y aura des cahiers pédagogiques qui vont accompagner celui du professeur et celui de l'élève pour justement s'approprier et transformer cette matière-là, parce que un texte dramatique, au départ, c'est un texte que moi, je considère j'appelle ça un texte à jouer. C'est un texte que tu peux jouer tel quel, comme tu peux t'en servir, transformer la matière, en faire un projet tout à fait nouveau, selon ce que tu veux en dire. Alors, fait que donc, c'est quelque chose qui serait très utile dans les écoles, ce bouquin-là. Absolument. Finalement, là. Oui, absolument. Dans les écoles où est-ce qu'il y a des programmes en art, où est-ce qu'il y a des professeurs de français qui ont le goût d'accompagner leurs élèves tout au long de l'année dans un projet qui est rassembleur pour monter le spectacle à la fin de l'année, par exemple. Ou faire un exercice de slam à partir de l'introduction. Juste la partie d'avant-propos, ça pourrait être un slam d'aujourd'hui. C'est vraiment c'est un très, très beau texte. Indiqué, Mme Racine, de nombreux autres projets destinés aux jeunes devraient bientôt être lancés à Saint-Gabriel. Dès que j'aurai plus d'informations à ce sujet, je serai ravi de vous en informer. Les Jardins de l'Écoumène, situés à Saint-Damien, démarrent un nouveau projet et cherchent présentement des participants. Ce nouveau projet, qu'ils ont baptisé « Mon aventure écoumène », permettra à 15 amoureux du jardinage de vivre une expérience hors du commun. J'ai rencontré M. Jean-François Lévesque, cofondateur des Jardins de l'Écoumène, pour nous parler de cette entreprise et aussi de ce fameux projet. Je suis avec M. Jean-François Lévesque, qui est cofondateur des Jardins de l'Écoumène. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que c'est ici, les Jardins de l'Écoumène. Les Jardins de l'Écoumène, c'est une entreprise qui s'est établie il y a plus de 24 ans à Saint-Damien, dans la Naudière. On a comme principale activité de production les semences. Donc, tous nos jardins sont planifiés, organisés dans le but de récolter les semences, les mettre dans des petits sachets et de les rendre disponibles pour
pour les jardiniers du Québec. Et ce sont des semences biologiques, est-ce que j'ai pu voir? Oui, clairement, on a depuis les tout débuts une certification qui atteste que tous nos jardins sont organisés, planifiés selon des principes de l'écologie, donc le respect de la nature, puis une base de nutrition avec des ingrédients naturels, bien sûr. Et ça fait combien de temps que les jardins d'Écoumène existent? On s'établit depuis ici 24 ans. Alors, on est arrivé, c'est un ancien package, donc on a fait du camping, on a installé un petit pavillon, on a construit un premier chalet, notre maison, puis bientôt, en fait, maintenant, on a un 12 000 pieds carrés de superficie pour faire la gestion et la commercialisation de nos produits horticoles. Les sachets de semences, bien sûr, mais aussi des terreaux maintenant, des terreaux vivants qu'on appelle les terreaux édafons. Oh, c'est bien. Oui. Et après 24 ans, là, c'est la première fois qu'on décide de faire ce projet-là, qu'on est venu vous jaser avec vous aujourd'hui. En quoi ça consiste, ce nouveau projet-là que vous voulez mettre en place, là? Écoute, c'est un projet pour les amoureux, en fait, du jardin. Alors, nous, ce qu'on propose, ça s'appelle Mon aventure écoumène. Donc, nous, on propose à une quinzaine de personnes de participer à un projet d'accompagnement. Donc, on va leur fournir des semences, du terreau, des tapis chauffants. On va leur fournir, en fait, tout le matériel nécessaire pour partir leur semis. On va même les inviter à participer à des activités avec des experts en agronomie, en jardinage, pour pouvoir les soutenir, les aider à développer l'autonomie alimentaire. Donc, les gens qui souhaitent pouvoir produire leur propre alimentation, on va dire durant la saison estivale, bien, on va les accompagner pour comment on cultive les tomates, les cocombes, quels soins qu'on doit leur apporter. En fait, tout ça, ça va débuter en avril, puis ça va se terminer vers le mois de août. Ça s'adresse à tout le monde ou ça prend vraiment des vétérans là, au point de vue horticulture et au jardinage? Tout le monde. Ah oui? Tout le monde, dans la mesure où les gens qui vont participer au projet, ils ont un engagement envers les jardins de l'Écoumène, c'est-à-dire de nous transmettre leur expérience, de nous transmettre qu'est-ce qu'ils ont trouvé facile, difficile, qu'est-ce qui les motivait. Parce que nous, ce qu'on souhaite retirer de ce projet-là, c'est de comprendre en fait les besoins des jardiniers, de comprendre autant les débutants que les experts pour leur réussite. Les gens qui s'inscrivent à ce fameux projet-là, Oui. ou peut-être un concours, hein, on sait jamais, ils gagnent quelque chose. En tout cas, ils gagnent les terreaux et tout là qu'on va leur donner. Là. Oui, bien la trousse, on évalue plus de 300 $ en fait l'équipement qu'on va leur donner. Puis ils vont aussi avoir accès à une plateforme informatique dans laquelle on va pouvoir échanger des informations, des photos. On va organiser des 5 à 7, des réunions, des rencontres avec des experts en agronomie. Et tout ça, ça va se dérouler en fait au cours de l'été. Si je suis choisi pour être, mettons, un aventurier, là, Oui. faire partie des 15, Oui. Je dois venir ici à toutes les semaines pour participer ou bien je peux faire ça comme de la maison dans mon jardin? Donc, ce qui est prévu, en fait, dans la programmation, il y a au moins 3 à 4 rencontres. Ici sur place? Ici, sur place, au moins 2, peut-être 3, tout dépendant. On va voir aussi, on va s'adapter en fonction des gens, bien sûr. Et il y aura 1 à 2 visites aussi chez les gens eux-mêmes, donc à leur jardin. Donc, il y a une équipe qui va débarquer chez vous, puis on va passer un moment ensemble pour parler de jardinage, puis comment vous vivez votre expérience. Et sinon, l'autre façon, en fait, de rester en contact, c'est par l'entremise d'une application web, bien sûr, comme on les connaît. Oui, style Facebook et compagnie, mais ça sera pas Facebook, bien sûr. Et on va pouvoir partager, échanger, communiquer à des intervalles, en fait, qui s'adapteront selon la disponibilité des gens. Et si j'ai bien compris, lors de l'expérience, les gens doivent remplir un certain carnet là, pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va avec leur récolte. C'est comme ça que ça se passe? Définitivement, l'engagement que les gens nous donnent de la participation au projet, ben c'est de récolter des informations, prendre des photos, jaser, mais on se prend pas au sérieux. On écoute les gens et puis on s'adapte à leurs besoins. Nous, ce qui est important, ultimement, c'est de comprendre comment on peut mieux
les aider dans leur projet de jardinage en allant justement récolter ces informations-là sur soit les difficultés ou les épreuves qu'ils ont pu mettre en place. Super. Fait que s'il y a des gens à la maison qui sont intéressés à participer, oui, comme vous l'avez dit, ils peuvent s'inscrire à partir de votre site Internet qui va être affiché en bas de l'écran. Et on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Les candidatures sont encore pour 2 semaines. Alors, je vous invite là, à aller voir les dates exactes là, sur le site Internet. Mais il nous reste à peu près 2 semaines pour les inscriptions. Merci beaucoup, M. Lévesque. Et on vous souhaite bonne chance pour ce premier projet qui va sûrement revenir dans les prochaines années, ça c'est sûr. Merci beaucoup, puis on se souhaite une belle été. Merci. La délégation lanaudoise peut être fière de ses performances à la 58e finale des Jeux du Québec qui s'est déroulée à Sherbrooke du 1er au 9 mars dernier. Au total, la délégation a cumulé 30 médailles, soit 8 d'or, 13 d'argent et 9 de bronze. C'est en haltérophilie qu'elle s'est le plus démarquée avec 6 médailles d'or et 3 d'argent. La Naudière a créé toute une surprise au karaté en remportant 5 médailles, dont 2 d'argent et 3 de bronze. Le karaté qui a fait un retour marqué cette année, car la discipline n'était plus présente à la finale des Jeux du Québec depuis 2019. Et finalement, à la boxe, les 2 Lanaudois ont remporté chacun une médaille d'argent. Alors, félicitations à tous nos athlètes. Malheureusement, ça s'est terminé la semaine dernière, vendredi plus précisément, pour nos Loups, qui ont dû s'incliner pour une 3e fois devant les hockey experts de Vaudreuil-Dorion, ici, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. C'est devant leurs propres partisans qu'ils ont perdu leur match 11-3. Les séries étant terminées pour eux, eh bien, on leur souhaite donc bon repos et bonnes vacances et on les retrouvera sûrement en bonne forme à l'automne prochain. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Je vous rappelle de ne pas manquer cette semaine de regarder l'émission Point Virgule où je reçois Mme Ruba Gazal de Québec solidaire. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.